Bonsoir, chers amis téléspectateurs des Zion TV sur www.zioninternationaltv.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 mars 2015. Nous sommes accompagnés de deux vénérables confrères, à savoir le président Lansine Camara, qu'on ne présente plus, et nous sommes avec notre confrère Kara Soli, à qui je laisserai les soins de présenter notre invité. Très bien, William. Donc, l'invité du jour de Zion TV est le doyen Lansine Camara. Journaliste, président de l'Union internationale des journalistes africains. Vous êtes né en Guinée-Conakry. Jeune, vous souhaitez devenir médecin. Vous avez finalement épousé le métier de journalisme. Professionnel et rigoureux, vous avez propulsé au devant de la scène beaucoup de jeunes journalistes africains par le biais de votre organisme. Vous connaissez la politique africaine du bout des doigts, car vous avez fréquenté beaucoup de chefs d'État africains. Vous êtes invité sur des plateaux de télévision pour parler de l'Afrique. Dites-vous souvent que vous n'allez pas à toutes les émissions. Zion TV vous remercie d'avoir accepté son invitation. Bonjour Monsieur Camara. William et moi vous interrogerons sur l'actualité internationale puis l'actualité africaine. Très bien. La première question, Monsieur Camara, donc, vous pouvez donc vous présenter en 2 mots aux téléspectateurs de Zion TV? D'abord, j'apprécie votre télévision. C'est une télévision moderne qui permet surtout au monde moderne, vous savez que ça va très vite, qui aujourd'hui a l'information, la bonne information, a le monde avec lui. Donc je salue votre télévision pour son sérieux, son efficacité, et nous allons faire du bon boulot ensemble. Alors, que se passe-t-il actuellement? D'abord, sur le plan international, nous pouvons parler de ce qui se passe déjà en Ukraine. Poutine tire les ficelles, les Européens tirent la ficelle, et finalement, il y a des morts un peu partout. Surtout, ceux qui veulent aussi bien rester soviétiques, c'est-à-dire qu'il y a le camp qui veut rester soviétique, il y a un autre camp qui veut rester du côté européen. Donc, il faut que les deux puissances, la puissance européenne comme la puissance soviétique, mettent de l'eau dans leur vin. On ne peut pas sacrifier indéfiniment des populations pour des intérêts plus ou moins parfois sordides. Parce que, après tout, si l'Ukraine bascule du côté européen, c'est sûr que les Européens, sur le plan économique, vont y investir. Mais si l'Ukraine aussi bascule du côté soviétique, c'est sûr que les Soviétiques vont en tirer profit. Au fond, ce sont des guerres d'intérêt. Le problème, il est là. Ça, c'est sur le plan de l'Ukraine. Oui, le doyen, je voulais aussi savoir un peu, est-ce que vous ne trouvez pas que depuis la constitution de la Fédération de Russie, vous ne trouvez pas que les intérêts de Poutine résident à reconstruire, à faire revenir tous les pays de l'ancien Union soviétique dans le giron russe? Parfaitement. Poutine a un grand rêve, c'est qu'il veut faire la grande Russie. Il le dit d'ailleurs, son parti, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il est un peu dépassé. La grande Russie, quand il y avait les tsars et autres, c'est autre chose. C'était une époque où l'information n'était pas ce qu'elle est actuellement. Tout se sait. Poutine ne peut pas devenir du jour au lendemain un très grand dictateur pour mettre les pays limitrophes à ses pieds. Ce serait une grosse erreur. Je pense que la démocratie, c'est l'heure de la démocratie. Si des pays librement veulent être indépendants, il faut encourager ces pays à être indépendants. Oui, et entre l'Ukraine et la Russie. Et moi, je voulais savoir, donc, concernant la Syrie, où une guerre civile atroce se déroule dans ce pays du Proche-Orient. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, le père de l'actuel président a été un très, très grand dirigeant. Oui, Hafez al-Assad a été un très bon dirigeant, même s'il y a eu beaucoup de crimes contre l'humanité. Mais il a su préserver l'unité nationale. Il a essayé de faire en sorte que les minorités syriennes soient respectées. Les catholiques, les chrétiens étaient respectés à l'époque. Et d'ailleurs, ces minorités soutenaient le père. Quand le fils est arrivé,
il n'a pas su consolider l'unité nationale. Et non seulement il n'a pas su consolider l'unité nationale, il a essayé de gouverner de la manière la plus désordonnée, de telle sorte que... Oui. Oui, pour ne pas vous couper la parole, parce que vous disiez tantôt que Hafez el-Assad, le père de l'actuel Bachar el-Assad, était un grand dirigeant. Il a su protéger l'unité nationale, mais on voit que la situation que la Syrie connaît actuellement est venue de l'extérieur des printemps arabes d'il y a 4 ans passés, qu'aujourd'hui, il y a une fédération des groupes djihadistes de tous bords qui se sont greffés de la situation pendant qu'on dit que la faute revient à la communauté internationale qui n'a pas voulu soutenir l'armée libre de Syrie pour qu'il puisse faire partir Bachar el-Assad qui est connu au vieux et aux tous de tous que c'est un dictateur avéré. Alors, il faudrait bien comprendre ce qui se passe. Quand Bachar est arrivé, il était soutenu par la communauté internationale, de par sa jeunesse. Tout à fait. Et puis, il avait fréquenté des pays démocratiques. Tout le monde pensait qu'il allait mieux gouverner que son papa. Il a trouvé un État qui était là. Il suffisait que Bachar actuel gouverne avec sérieux et avec, je dirais, intelligence. Et puis, entre-temps, il ne faut pas ignorer que les islamistes, les djihadistes, sont très dangereux. Ils sont partout. Alors, ils ont su profiter effectivement de quelques désordres. Des hésitations de la absolument, internationale. pour mettre... D'abord, ils ont voulu coûte que coûte attenter à la vie de Bachar, qui lui s'est défendu tant bien que mal. Et finalement, les choses ont dégénéré. Quand il a gazé, par exemple, certains militants, il les a gazés. Ça, c'est une faute lourde. À partir de là, la communauté internationale a commencé à l'indexer en disant, mais après tout, s'il commet autant de crimes contre son propre peuple, il faut qu'il s'en aille. Mais entre-temps, c'est la même chose qu'en Irak. On a dit qu'il fallait coûte que coûte faire partie le dictateur qui était là-bas à l'époque, Saddam Hussein. On dit, voilà, c'est un dictateur, il faut le faire partir. Mais quand Saddam Hussein est parti, vous avez vu les conséquences. Tout à fait. Alors, c'est maintenant que la communauté internationale se dit, on avait voulu faire partir Bachar, mais il se trouve que si on le fait partir, est-ce que la situation ne va pas dégénérer comme en Irak? Oui, mais je voulais... Le problème, il est aussi simple que cela. Ils veulent le ménager maintenant. Si, oui. Mais le problème, on se rappelle que n'eût été le veto russe au Conseil de sécurité, la communauté internationale aurait eu la libre accès de chasser les dictateurs avérés qu'est Bachar el-Assad. C'est exact. C'est-à-dire que Poutine est derrière. Poutine a toujours armé la Syrie de Bachar. Poutine tire profit le pétrole qui coule de là-bas. Il amène aussi son pétrole à lui. Donc ça devient une affaire d'économie. C'est-à-dire que ce sont des guerres sordides parfois. Les populations, évidemment, font les frais. Évidemment, il faudrait dire à Poutine aussi que tous ces crimes commis ne doivent pas rester non plus impunis. Il y a eu des crimes très graves. Mais puisque l'Europe se rend compte qu'il faut ménager Bachar pour ne pas qu'il y ait la situation du type Irak, il vaut mieux trouver un terrain d'entente entre je dirais d'abord entre les puissances étrangères pour dire, bon, est-ce qu'on doit maintenir Bachar à la tête de Syrie, mais à quel prix? Est-ce que Bachar est prêt, une fois la paix revenue, l'unité nationale consolidée, est-ce qu'il est prêt aussi à passer la main? Que ça ne devienne pas une monarchie. On a vu que les 4 parlementaires français qui sont allés en Syrie pour essayer d'aménager une porte de sortie ont été condamnés par Bachar el-Assad. Tout le monde ici en France. Ça a été décrié. Non, ça dit qu'il ne faut pas évidemment condamner ces parlementaires. Ce sont des parlementaires qui sont allés par leur propre initiative. Ils se sont dit, nous, on va quand même, voilà, nous, on va contacter, nous allons voir Bachar, on va lui donner, on va d'abord savoir ce qui se passe exactement. Et dans la mesure du possible, donner quelques conseils. Vous savez, en politique, il ne faut pas tout le temps couper le pont avec le dialogue. Il faut qu'il y ait quand même quelques énergumènes comme ça, qui se rendent pour voir tel ou tel chef d'État pour dire voilà comment est la situation. Mais je pense qu'ils ont fait ça selon leur propre initiative, donc ce n'est pas vraiment
comme on dirait, je ne pense pas que ce soit un délit aussi grave que ça. Il faudrait accepter ça tel. Maintenant, la France, qu'est-ce qu'elle propose? Le problème est là. Que propose le gouvernement français pour que la paix revienne en Syrie? La question fondamentale, elle est là. Est-ce que Hollande a une solution qu'il proposera à la communauté internationale et au gouvernement de Syrie? Ou alors, il faut laisser les parlementaires, une fois de plus, prendre contact avec Bachar. Oui, alors, doyen, très bien. Donc, maintenant, nous allons vous demander sur les États-Unis. Et en ce moment, donc, il y a, par exemple, un problème que l'on peut considérer, entre guillemets, racial. Hein, et donc, les bavures policières, et, voilà, en série sur les noirs, sur les noirs. Et pourtant, c'est un président noir qui dirige les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la négrophobie existe depuis le temps de Ku Klux Klan. Oui. Le Ku Klux Klan ne voulait pas voir de noirs en Amérique. Le Ku Klux Klan, à l'époque, il tirait sur les gens comme si c'était des lapins. Oui. Et entre-temps, c'est là où il faut saluer des gens comme Luther King, des femmes comme Angela Davis. Angela Davis a été une résistante. Voilà, ce sont des gens comme le Karl Michael, par exemple, qui est venu mourir en Guinée-Conakry. Ce sont des gens, à un moment donné, qui ont dit trop, c'est trop. D'ailleurs, si Obama est aujourd'hui président de la République des États-Unis, c'est grâce au combat de tous ces grands résistants. Oui, c'est très important. Alors, mais absolument, les Angela Davis, les Karl Michael, les Martin Luther King, les Malcolm X, ce sont eux qui se sont battus pour dire que les Noirs aussi comptent aux États-Unis. Et je suis même très content que le slogan soit repris. La vie des Noirs doit être respectée. La vie des Espagnols qui sont devenus Américains doit être respectée. La vie des Américains qui sont de souche, cette vie doit être respectée. Toutes les vies doivent être respectées aux États-Unis. Maintenant, je salue quand même Obama parce que quand il a été à la dernière réunion où effectivement on a rendu hommage à Luther King et autres, il a dit qu'il sait qu'aux États-Unis, le problème racial existe encore et qu'il faut un long chemin. Il faut continuer le combat. Eh bien, ça, je pense que ça, c'est le langage de la vérité. Les Américains, beaucoup d'Américains, malheureusement, sont restés dans le camp du Ku Klux Klan. Il faut éduquer ces Américains. Il faut dire que si, aujourd'hui, en Amérique, il y a un président noir, c'est tout simplement parce que l'Amérique le mérite. Vous ne pouvez pas indéfiniment profiter de l'esclavage, qu'on le dise ou non. C'est-à-dire que les fils d'esclaves sont venus travailler, ont bâti ce pays et dit qu'il n'existe plus. Le Ku Klux Klan et ses partisans ont totalement tort. Ils ont tort et Obama a mis le doigt là-dessus. D'accord, d'accord. Oui, doyen, puisque nous sommes en train de parler du président Barack Obama, lentement et sûrement, nous avançons vers la fin de sa deuxième mandature. Comme ça, au pif, qu'est-ce qui vous vient à l'idée sur un bilan à mi-parcours? Eh bien, sur le plan économique, aujourd'hui... C'est le premier président noir des États-Unis. Au moment où nous vous parlons, sur le plan économique, l'Amérique est en train de créer des emplois pour les chômeurs. Au moment où je vous parle, Obama a prouvé qu'il faut négocier même avec l'Iran. Oui. Qu'il faut négocier. Passer un discours directement au Congrès sans passer par le président Obama. Que vous inspire ce genre d'attitude? Eh bien, Benaliaou, il a eu tort. Il a eu tort parce que pour le moment, c'est Obama qui est élu. Il y a encore 2 ans. Il y a 2 ans. Il faut absolument traiter directement avec le président de la République. Quand l'actuel Premier ministre israélien va là-bas pour s'adresser aux républicains, c'est un affront, mais Obama a bien géré cet affront. Il ne s'est pas mis en colère. Il a dit que tout ce que le Premier ministre israélien a proposé, ce n'est pas des solutions. Il n'a fait que des constats. Et il s'est fait applaudir sur des constats et non pas sur des solutions. Mais Obama a parfaitement raison. Si le Premier ministre israélien était venu en disant voilà les solutions, il ne faut pas négocier avec l'Iran parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, on aurait applaudi. Mais venir faire des constats, mais tout le monde sait qu'à un moment donné, l'Iran était un État infréquentable. On ne pouvait pas fréquenter l'Iran et qu'entre-temps, l'Iran est en train de devenir un État démocratique
Oui. Eh bien oui, maintenant c'est un État modéré qui combat les fous de Dieu, par exemple. Donc oui. ne pas négocier avec quelqu'un qui s'améliore, quelqu'un qui essaye de dire non, on ne peut pas faire les mêmes erreurs, c'est une erreur de la part du Premier ministre israélien. Et puis, nous, on n'est pas, Obama n'est pas du tout, ne peut pas s'opposer à Israël. Obama doit défendre l'État d'Israël. Mais en même temps, il faut défendre aussi les Palestiniens. Il ne faut pas ignorer les questions de fond. On a droit à la paix en Israël, on a droit à la paix en Palestine. On ne peut pas faire la paix sur le dos des autres. Et c'est ce que nous ne comprenons pas, le Premier ministre actuel, qui risque d'être battu parce qu'il y a les élections qui arrivent. Hein, et aujourd'hui, les gens se sont ligués contre lui. Et j'espère que ceux qui se sont ligués contre lui finiront par prendre le pouvoir en Israël pour parler enfin de paix entre Israéliens et Palestiniens. Très bien, doyen. Donc, nous quittons donc les États-Unis, nous revenons en Europe. Et donc l'élection d'un parti de gauche, hein, d'extrême gauche même en Grèce, et qu'est-ce que cela vous inspire? Et est-ce que vous croyez que cette équipe qui est arrivée au pouvoir en Grèce peut apporter une solution à cette terrible crise que le peuple grec subit en ce moment? L'Europe doit se faire sur le respect des peuples, sur la vérité. L'Europe doit se faire aussi dans la lutte contre une certaine mafia. On vous dit qu'il y a tellement aujourd'hui en Grèce des gens qui sont brimés, des gens qui ne mangent plus. Et puis, la jeunesse grecque est en train de se révolter. Est-ce qu'il faut continuer à dire « nous faisons pression, si la Grèce ne fait pas ceci, on va prendre des sanctions ». Ce n'est pas du tout, à mon avis, responsable. Ça me rappelle, à un moment donné, quand Ahmed Sékou Touré en Guinée a dit aux Français, nous, on ne veut plus du colonialisme, mais nous voulons coopérer avec la France. Quand les Français, c'est un exemple précis, oui. Les Français ont dit, ah non, c'est la communauté franco-africaine ou rien du tout, ils ont fait pression sur Sékou Touré. Mais quand Sékou a dit, dans ces conditions, je crée ma monnaie, les Guinéens ne sont pas pour autant morts. Il y a eu des tas de coups contre Sékou Touré. Je ne veux pas que cela arrive au peuple grec. Et il faut que l'Union européenne écoute le peuple grec, prenne les propositions pour que le peuple grec puisse effectivement se développer et en même temps rester dans l'Union européenne. S'il continue à faire des tas de pressions, j'ai peur que la Grèce quitte l'Union européenne, ce qui serait une catastrophe pour l'Union européenne parce que d'autres pays pourraient être tentés de quitter l'Union européenne. Donc il faut écouter l'extrême gauche grecque, dialoguer avec les représentants et faire en sorte que tout se passe dans le meilleur des mondes. Et je pense que l'Union européenne est assez intelligente pour dire, voilà, si la Grèce ne fait pas ce que nous disons, on lui rend la vie impossible. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ce que j'appelle l'unité de l'Europe, et ce n'est pas comme ça que l'Europe va avancer. Donc, personnellement, je soutiens les Grecs et je leur dis, persévérez, allez voir l'Union européenne, traiter les choses de la manière la plus saine et la plus sage. Oui, doyen, puisqu'on est un peu dans le chapitre économique par rapport au soubresaut grec qui fait un peu les tantôt plus tôt comme chantage de sortir ou pas sortir de la zone euro. On voit parallèlement l'Irlande qui vient de sortir de la récession, qui a fait des croissances vertigineuses. Entre-temps, il y a aussi le Portugal qui se comporte très bien. Cette situation, et l'Espagne aussi également. Est-ce que peut-on dire que le vent de la reprise a sonné dans l'Europe ou dans le monde? Voilà, parce que c'est depuis 2008 qu'on est plongé dans une situation terrible économique. Alors, ça dépendra de la manière dont l'Union européenne va accepter des pays plus ou moins qui n'ont pas réellement jusque-là avancé. Je vais prendre l'Irlande. L'Irlande était déjà... L'Irlande voulait aller dans l'Union européenne, mais quand il a vu tout ce désordre, l'Irlande vient de renoncer à entrer dans l'Union européenne. Maintenant, le Portugal est un pays très sérieux. Le Portugal a essayé d'accepter des contraintes, a essayé de diminuer son chômage, a essayé de mieux gérer la chose publique.
Le Portugal, aujourd'hui, se remet un peu plus. L'Espagne aussi, d'ailleurs. Ce qui veut dire que dès lors que vous écoutez les dirigeants de tel ou tel pays, les choses peuvent aller. S'ils ont été capables d'écouter et l'Espagne et le Portugal, qui commencent à aller un peu mieux, ils doivent être capables d'écouter la Grèce. C'est comme ça qu'il faut faire. La politique n'est pas une question de dictature. Nous ne pouvons plus faire la loi comme on veut, comme on entend, sans écouter les autres. Donc l'Union européenne, très bien, a écouté les Portugais, tout va bien, l'Espagne aussi. Eh bien, il lui reste maintenant qu'à écouter les Grecs. Je reviens là-dessus. L'Union européenne peut s'en sortir si elle est souple, si elle est humaine, si elle essaie de lutter contre la mafia internationale. Il y a une mafia internationale économique, elle est dangereuse pour la paix. Et c'est à l'Union européenne de s'en défaire. Très bien. Doyen, donc, nous allons maintenant revenir en France. Et avant donc d'aller sur notre continent, l'Afrique, eh bien, donc, pour la France, effectivement, donc aujourd'hui, il y a une situation qui se déroule. Le Front National prend de plus en plus d'ampleur et donc la classe politique panique. On peut dire cela parce que le Premier ministre déclarait que la situation lui fait peur. Et donc aujourd'hui, la montée du Front National, à votre avis, c'est un péril pour la liberté, pour la démocratie? Marine Le Pen est une vipère. C'est une vipère qui joue sur les mots, qui joue, si vous voulez, sur une certaine finesse. Elle veut faire passer le mauvais message en disant si moi je prends le pouvoir, les immigrés vont rentrer chez eux, il y aura beaucoup plus d'emplois pour les jeunes, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Marine Le Pen, si elle met tous ces immigrés à la porte, tous ces immigrés dans leurs pays respectifs vont se liguer contre la France. Ce qu'elle ne sait pas, il y a eu la France-Afrique. Longtemps, la France-Afrique vivait du pétrole des Gabonais, des Congolais, des diamants de la République démocratique du Congo. C'était ça, la France-Afrique. C'est ce qui permettait à la France de tenir. Si Marine Le Pen peut restituer tout ça au peuple gabonais, au peuple congolais, au peuple centrafricain, eh bien, qu'elle prenne le pouvoir. Dès qu'elle prend le pouvoir, nous allons porter plainte sur le plan international en disant, voilà, il y a eu la France-Afrique qui a exploité les pays africains. Donc, Marine Le Pen, vous êtes maintenant au pouvoir, il faut nous restituer tout ça. Les prétendus biens mal acquis de Bongo, de Nguema et de Sassou Nguesso en France, nous allons demander à Marine Le Pen de revendre ces biens mal acquis et de restituer l'argent qui aura été recueilli au peuple gabonais, congolais et autres. Donc, Marine Le Pen, c'est une vipère et je crois que même si elle prend le pouvoir, nous serons là pour lui tenir tête. Marine Le Pen ne peut pas nous faire peur. C'est-à-dire que le passé de son parti est connu. C'était un parti fasciste. Tout le monde le sait. Il y a aussi le contentieux des anciens tirailleurs. Mais absolument. Comment voulez-vous que Marine Le Pen aujourd'hui prenne le pouvoir pour nous faire peur à nous? Nous qui sommes ici depuis longtemps, nous qui avons bâti ce pays. Mais je trouve cela très amusant, puisque nous allons lui tenir tête. Si elle veut, on peut même l'inviter ici. Alors, je lance l'invitation. Si elle est courageuse, je lui demande de venir débattre avec nous ici. Ici. Dans Zion TV. Comme ça, elle va nous dire comment on va nous restituer tout ce qui a été volé. Oui. Donc, Marine Le Pen, grâce à votre télévision, je vous invite, Marine Le Pen, si vous avez ça sur ce site internet, je vous invite ici pour débattre. Oui. Et pas seulement Marine, j'invite même toute la classe politique française à venir débattre avec nous ici. Au lieu de rester entre eux. Ils ont leurs médias, ils disent ce qui leur plaît. Mais non, venez ici, sur ce plateau, nous allons débattre ensemble. Marine Le Pen, la première. Vous êtes invité ici, à tout moment. Oui. William, juste une toute petite question. Vous croyez que l'arrivée malheureusement de Marine Le Pen au pouvoir ne risque-t-il pas de provoquer une guerre civile, une terrible guerre civile en France, comme ça se passe en Ukraine, en Syrie, parce que c'est l'une des causes de ces guerres et le nationalisme, et que les communautés, comme il y a déjà une tension entre les communautés en France, et vous ne croyez pas que l'arrivée du Front National peut aussi créer une guerre civile en France? Mais tout dépendra de ce que Marine Le Pen va avancer.
Si elle se dit tout de suite, il faut quitter l'Europe, il faut mettre fin à l'euro, il faut faire ceci, il faut faire cela. À ce moment, elle prend elle-même l'engagement de faire ce que j'appelle une guerre civile. Ça ne peut venir que d'elle. Et si elle s'attaque aux intérêts des autres Français, mais les autres Français ne vont pas rester comme ça, bras croisés. Ils seront bien obligés de réagir. Donc, tout dépend de ce qu'elle va dire. Tout dépend de ce qu'elle va proposer. Mais en tout cas, nous l'invitons rapidement, si elle veut, à venir débattre avec nous. Ça, je mets l'accent là-dessus. Ça, on a bien compris. Chers amis téléspectateurs, nous vous remercions beaucoup de votre sympathique attention. Nous allons continuer notre débat dans la deuxième partie de notre émission. D'ici là, nous soufflons avec une page de publicité. Merci, à bientôt. Amis internautes, partout où vous nous suivez, et si Kabusotu ou Zolanda Busso, j'aimerais vraiment vous encourager à regarder Zion TV. Zion TV, c'est une chaîne qui n'est pas le fruit du hasard. Zion TV, pour ceux qui connaissent la Bible, savent déjà que le nom Zion, Sion, est au hasard. Donc Zion TV, c'est une vision qui a été donnée donc aux visionnaires de cette télévision. Et j'aimerais vraiment vous encourager à suivre, vous serez édifiés parce que vous n'aurez pas simplement des messages qui vous parlent de la parole de Dieu, qui vous édifient spirituellement, mais la vision est aussi au-delà même de la parole de Dieu, au-delà de la Bible, des émissions aussi culturelles, des émissions politiques qui vous permettront aussi, j'allais dire, d'agrandir votre savoir ou disons d'agrandir votre connaissance puisque la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc suivez avec attention, soyez nombreux à être fidèles à Zion TV. Merci, chers téléspectateurs, pour votre sympathique attention. Nous sommes rentrés dans la deuxième partie de notre émission avec les grands invités du jour, le doyen Lanciné Camara qu'on ne présente plus, avec qui nous allons maintenant essayer de voir la question du retour de Sarkozy à la tête de l'UMP et puis etc. Monsieur Camara. Alors, Sarkozy, c'est un spécialiste de pagaille. C'est un spécialiste de manipulation. Quelqu'un qui a été président de la République, qui a été à Dakar, dit que les Africains n'étaient pas suffisamment entrés dans l'histoire, et qui tout d'un coup, quand il a été battu, redevient l'agneau en question. Je suis innocent, j'ai fait ceci. Et maintenant, il veut revenir coûte que coûte. Mais qui peut tromper, qui va se laisser tromper par Sarkozy? Sarkozy a pris la tête de l'UMP. Il a été à Fessenheim dernièrement. Ah, mais naturellement. Voilà. Mais il a même été déjà au Gabon. Il a fait des conférences au Gabon, il a empoché beaucoup d'argent. J'espère qu'un jour, il va nous restituer cet argent. Non, il ne peut pas vivre comme ça, aller faire des conférences par-ci, demander assez d'argent, et puis laisser l'UMP dans une situation catastrophique. Vous savez que l'UMP a dû rembourser à un moment donné les frais de campagne de Absolument, Sarkozy. absolument. Oui. Donc Sarkozy ne peut pas jouer indéfiniment comme ça. Alors, il veut revenir. Mais il veut revenir avec quel programme? Je n'ai jamais vu, il ne fait que se répéter. Et on a vu effectivement cette répétition une fois au pouvoir. Il veut revenir. Eh bien, si jamais il revenait, je pense qu'on ne lui laissera plus faire les mêmes bêtises. François Hollande, depuis son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qui vous marque donc de ses actions? Alors lui, c'est le seul qui peut mettre fin à la France-Afrique. C'est le seul qui n'a pas trempé dans les magouilles de la France-Afrique. C'est le seul qui n'a pas trempé dans l'assassinat des Sankara après les Lumumba et autres. Je vous dis, c'est pourquoi ce type, qu'il soit réélu ou pas, deux actions concrètes. Il n'était pas obligé d'envoyer l'armée française pour sauver le Mali. Et là-dessus, il l'a fait de manière totalement libre, totalement humaine et totalement sincère. Pour la première fois, un chef d'État français, quand il a vu que le Mali était en péril, il a envoyé l'armée pour sauver le Mali. Là-dessus,
qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je lui rends hommage. Lui, au moins, il a fait quelque chose de concret, de palpable et de sage. Ensuite, en Centrafrique, quand il a vu que ça n'allait pas, il a envoyé aussi son armée pour dire aux Centrafricains, cessez de vous entretuer, surtout dire que tel est catholique, tel est musulman. Il a dit que c'est de la pire bêtise. Et il a permis au moins une transition grâce à l'armée française. Là-dessus, je rends hommage à Hollande. Mais si Hollande aussi veut venir sur ce plateau, je l'invite effectivement à venir ici également. Je l'invite aussi. Parce qu'il reste entre eux. Vous invitez le pays, tout le monde. je les invite. Hollande, vous êtes invité à venir débattre avec moi, mais je salue vos actions concrètes au Mali et en Centrafrique. Doyen, on voit que vous êtes allé un peu plus vite en besogne parce que sur le plan interne, on n'a pas beaucoup insisté sur les actions de Hollande en France puisqu'il a promis à son arrivée au pouvoir de diminuer les chômages. Jusqu'à présent, on a comme l'impression que cela tourne plutôt au vinaigre. Alors, il faut reconnaître tout de même que le monsieur est là il y a à peine quelques 3 ans. Ensuite, avant lui, il y a eu tout de même les Sarkozy, il y a eu naturellement les Chirac, il y a eu... Alors, tenez compte de tout ça. Mitterrand, puis Giscard, jusqu'à Pompidou, De Gaulle. Mais ils ont géré la France comment? Ils ont géré la France sur des dettes. Il y a eu beaucoup de dettes. La France est un pays endetté. La France peut même demain être amenée à être en faillite. Bon, on n'en est pas encore là. Le pauvre Hollande, si, évidemment, quand il a été élu, la première des choses, c'était de dire cet État aux Français. Voilà, l'endettement, nous sommes là. Et l'endettement crée le chômage. Il ne peut pas être endetté et prétendre aujourd'hui donner l'emploi à tous les jeunes. Ce n'est pas possible. Et c'est ça la vérité. Mais par contre, s'il trouve des solutions telles que sur l'économie de l'énergie, c'est-à-dire solaire et autres, là, il le fait actuellement d'ailleurs, sur l'environnement, il le fait, absolument, il le fait avec le numérique et autres, là, petit à petit, la France peut s'en sortir. Mais dire aujourd'hui qu'il est à l'origine du fait qu'il y a énormément de chômage, non, il a trouvé une situation dramatique qu'il n'a pas pu expliquer, qui n'a peut-être pas au départ, qui n'avait pas, à mon avis, apprécié. S'il avait apprécié l'état d'endettement de la France, peut-être qu'il aurait eu un autre langage. Maintenant qu'il est là, à mon avis, il faut qu'il aille vers ce que j'appelle les nouveaux cadres français, les intellectuels français, les inventeurs français, les entreprises françaises, et il l'a fait d'ailleurs, puisqu'il a fait la part belle un peu au patronat français. Il l'a fait. Mais est-ce que maintenant le patronat français veut l'aider à créer des emplois, veut aider la France à sortir de l'endettement? Le problème, c'est qu'il est de très bonne foi. Il se trouve que ses partenaires souvent ne sont pas de très bonne foi. Le problème est là, mais il n'est pas encore tard. Il faut absolument qu'il s'appuie sur les cadres, sur la jeunesse, et qu'il invente surtout, qu'il innove. C'est très important. Oui. Mais j'espère qu'il s'en sortira. Oui, nous voyons qu'il faut qu'il innove pour que la France s'en sorte. Bon, on va entrer d'ici peu sous peu dans l'actualité africaine, mais avant ça, j'aimerais quand même vous revenir sur les triangulaires Nafissatou Diallo que les restaurants viennent de brûler. Nous avons les Desca qui vient de s'en sortir sur l'affaire Carlton. Et puis, nous avons Hollande qui s'est séparé avec, Valérie Trierweiler pour s'orienter vers Julie Gaillet. Donc, je voulais que vous fassiez un peu les triangulaires rapidement pour que nous passions à l'actualité africaine. Merci. Nafissatou Diallo. Les restaurants qui viennent de brûler. Absolument. D'abord, DSK, l'impérialisme sexuel ne passera plus. Ça, c'est ce que j'appelle un peu la polygamie à l'européenne. C'est une forme de polygamie. Le monsieur va d'une femme à l'autre. Il tombe sur la pauvre Nafissatou Diallo qui contraint à une certaine sexualité impérialiste, colonialiste. La fille, heureusement, je pense, ne s'est pas laissée faire. Et ça s'est retourné contre DSK puisqu'ils ont trouvé une solution amiable. Il a dû payer, je ne sais, quelques millions. Et finalement, les choses se sont calmées. Maintenant, on me dit l'affaire Carlton.
mais c'est l'impérialisme sexuel à l'européenne. Il faut éviter qu'ils n'ont pas le droit d'amener des... Vous ne trouvez pas que le mot est un peu plus fort? Mais le mot n'est pas fort. C'est du colonialisme sexuel sur les femmes. Nous voulons libérer les femmes. Comment vous pouvez amener de pauvres filles? L'impérialisme Le colonialisme sexuel de DSK, l'impérialisme sexuel de DSK sur des femmes françaises, sur des femmes étrangères. Je condamne ça, mais c'est mon droit parce que je veux mettre les femmes en valeur. Je respecte les dames. Je veux qu'elles se libèrent de ce type de colonialisme sexuel. Mais les femmes, je vous rends hommage. Tenez tête à DSK. Mais vous vous rendez compte, si DSK avait été élu, mais les femmes allaient souffrir à l'Élysée. Donc je suis fier que DSK n'ait pas été élu. Et si ce que je dis DSK n'est pas content, je l'invite ici, qui vient débattre avec moi. C'est terminé l'impérialisme sexuel, c'est terminé le colonialisme sexuel. Nous respectons les femmes. Vive les femmes, nous sommes avec les femmes parce qu'elles sont aujourd'hui vraiment martyrisées. Donc, de Tréveler à Julie Gaye aussi, avec Hollande, c'est non, l'impérialisme. Non. Hollande n'a pas cherché à contraindre les femmes en disant, voilà, nous allons dans tel hôtel, je fais de vous ce que je veux. C'est pas du tout pareil. Hollande était en ménage avec Valérie, ça n'a pas marché. Il a fait un communiqué. Vous savez pourquoi Si ça n'a pas marché, d'abord parce que je trouve que le respect, je porte beaucoup de respect à Valérie. Elle vient de gifler un monsieur, il n'y a pas longtemps, qui lui a posé la question. Oui. Elle a giflé un monsieur avant-hier, qui lui a posé la question, comment va François? Elle a giflé le monsieur, c'est dans le Parisien. Ah bon, en plus, elle a giflé l'ancienne épouse de Sapin, qui, je crois, à un moment donné, avait posé des questions où je ne sais plus, mais elle gifle facilement. Alors, non, je respecte les femmes, mais les femmes qui giflent, c'est pas bon non plus. Alors, peut-être qu'elle a voulu gifler Hollande, ça, je ne dis pas ça. On ne sait jamais. Eh bien oui, peut-être, je ne dis pas ça, je dis ça sur le coup de l'humour. Mais oui, je ne sais pas, mais donc, quand vous avez affaire à une femme qui peut vous gifler, parfois, on est bien obligé de s'en séparer. Mais ce n'est pas pour dédouaner pour autant ce que Hollande a fait entre-temps. Hein. Il fallait, je suis prêt à Mme Trivellère, si elle veut, je l'invite ici pour débattre de ce qui s'est passé avec Hollande, si elle le veut bien. Très bien, doyen. Voilà. Aussi qu'il y a des élections pas très longues à vol d'oiseau, dès là, au Togo, une dynastie qui s'est mise en place, qui s'est établie depuis Belle Lurette, qui est là, avec Faure Gnassingbé, qui est là, qui d'ailleurs avait modifié la constitution préalablement pour que ça soit à durée indéterminée et qui dit par cynisme qu'il ne modifiera pas une constitution qui est mise à durée indéterminée, il va se représenter à souhait. Et que pensez-vous de l'issue des élections qui vont qui se profilent dans ces pays, le Togo? Que Gnassingbé, fils, a tort. Son père a régné longtemps. Son père a fait n'importe quoi au Togo. C'était l'esprit ethnique. Et il a essayé de mettre les gens du Nord dans l'armée, qui lui ont permis de rester indéfiniment au pouvoir. De consolider son pouvoir. Le fils vient. La moindre des choses, c'était de dire le Togo n'est pas une monarchie, ou alors qu'on le proclame. À ce que je sache, ce n'est pas encore une monarchie. La moindre des choses, c'était de dire je fais à la limite un mandat, je m'en vais. Je mets de l'ordre, j'essaie de réparer les erreurs de mon papa, je m'en vais. Mais de là à vouloir lui aussi faire comme son papa, eh bien je pense qu'il est en train de faire fausse route. Nous ne sommes pas, nous, dupes. Les Togolais ne sont pas dupes. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se libérer qu'ils vont indéfiniment accepter ça. Alors, s'il veut réellement passer par la grande porte, il faudrait qu'il cesse immédiatement de tricher avec son peuple. Comment? Le père a régné, on n'a rien vu. Le fils arrive à peine, qu'est-ce qu'il a fait pour le Togo jusqu'ici? C'est une bêtise monumentale. Mais c'est l'Union africaine qui doit condamner ça. C'est vous et moi, les citoyens libres, patriotes. Nous condamnons cette démarche du petit Gnassingbé. Nous le condamnons parce que c'est la vérité. Parce que ce n'est pas productif. Ça ne peut rien apporter au Togo. C'est comme ça qu'on crée les guerres civiles. Et un jour, s'il continue, ce qui est arrivé à Blaise Compaoré peut arriver aussi à Gnassingbé, fils. Ça peut lui arriver. C'est-à-dire que le peuple en aura marre
Et les gens diront, bon, mourir pour mourir, nous descendons dans la rue, terminé, et voilà. Et Gnassingbé peut tomber. Ça peut arriver. Oui, doyen. Donc, mais il semblerait que le président Faure Gnassingbé a quand même un résultat intéressant sur le plan économique parce qu'il a arrangé les routes, il a également fait électrifier un certain nombre de villages. Et puis aussi sur le plan de l'éducation, il a construit un certain nombre d'établissements scolaires. Est-ce que vous pensez que dans ce cas, il doit bénéficier d'un petit satisfecit? Je vais vous dire quelque chose. Le Togo est indépendant depuis combien d'années? Et c'est maintenant qu'on arrive à faire quelques routes. Et c'est ridicule. Oui. Et puis, il n'y a pas d'autre Togolais pour continuer l'œuvre de redressement national. Mais c'est comme ça qu'on crée les dictatures, c'est comme ça qu'on crée les dynasties. C'est ce qu'on reproche à Bachar et c'est ce qu'on doit reprocher aujourd'hui à Gnassingbé. Il ne faut pas qu'il se cramponne au pouvoir, pour lui-même comme pour le Togo. Et ne pas avoir le courage de le dire, c'est être lâche. Et nous ne sommes pas des lâches. Et je demande à l'Union africaine de dire au petit Gnassingbé, à la limite d'être dans son dernier mandat, mais qui ne peut pas indéfiniment faire comme son père. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et l'Union africaine, si elle ne peut pas prendre des décisions dans ce sens, elle aussi, elle se déjuge. Ce n'est pas bon. Donc le petit Gnassingbé doit comprendre qu'il faut passer la main à d'autres, ce que les quelques routes là, d'autres feront peut-être mieux. S'il y a eu des Togolais qui avaient peut-être fait 10, 20, 30 ans de pouvoir, peut-être qu'ils auraient fait mieux encore. Donc on ne vient pas nous dire qu'il y a quelques commencements sur le plan économique, mais tout ça c'est vraiment du cinéma et ça m'amuse beaucoup. Oui, on a compris que la situation africaine vous amuse beaucoup un peu avec les dictatures parsemées de gauche à droite. Bon, on en arrive maintenant aux poursuites judiciaires qui sont ouvertes contre ton ami, un ami entre guillemets bien sûr, Omar et l'autre Bongo, hein, Ali Bongo Ondimba. Donc ces derniers temps, la justice française l'accule un peu. Comment comprenez-vous cette situation? Alors, Bongo, c'est comme Gnassingbé. Ils sont venus au pouvoir après leur papa. Il faut qu'ils mettent de l'ordre. La différence entre Bongo et Gnassingbé, c'est que Bongo lui-même sait aujourd'hui que si son père avait à revenir au pouvoir, qu'il n'allait pas continuer à acheter des appartements à l'avenue Foch un peu partout. Qu'il n'allait pas continuer à aller placer l'argent en Suisse, alors qu'il peut construire Libreville et toutes les autres villes gabonaises. Et Bongo, entre-temps, des Français qui sont des donneurs de leçons et qui disent qu'il n'est même pas le fils de son père. Mais ça ne regarde pas les Français. Qui est fils de qui? Comment on peut dire Bongo n'est pas le fils de son père? Mais on s'en fout de ça. C'est ce que Bongo compte pour nous. Est-ce que Bongo va accepter de faire son dernier mandat? C'est ce qui m'intéresse. Qu'ils disent, voilà, mon père a gouverné un moment, moi j'ai gouverné un moment, je veux maintenant passer la main dans l'intérêt de l'unité nationale, dans l'intérêt du progrès au Gabon. Ah, ça m'intéresse. Mais de là à lui bondir dessus, tu n'es pas le fils du père, je demande aux Français d'arrêter ça. Nous, on ne leur a pas demandé de qui eux ils descendent. Hein. Jamais on a dit, est-ce que Sarkozy est le fils? Non, on n'a jamais dit ça. Est-ce que tu es la fille de Le Pen père? On n'a jamais dit ça. Non. Alors, qu'ils cessent effectivement de chercher partout à déstabiliser les pays africains. En plus, Bongo fils, il sait que s'il ne met pas de l'ordre dans les affaires, sa sœur actuellement est devant les tribunaux français, Pascaline est devant les tribunaux français. On lui demande 400 000 € d'impôts à payer sur je ne sais quoi. Alors, la pauvre a dit, mais je n'ai pas les 400 000 €. C'est pour vous dire que Bongo fils, il a actuellement des problèmes. En plus, Jean Ping, qui dit, il a fait ceci, il a fait cela. Jean Ping a été l'un des piliers du régime du père. Pourquoi Jean Ping, que je respecte d'ailleurs, puisqu'il a été un peu à l'Union africaine, grâce à Bongo père. Quand il a été nommé président de l'Union africaine, c'était grâce à Bongo père. Oui. Pourquoi à l'époque, il n'a pas eu le courage de dire à Bongo, père, il y a ça, ça, ça. Et maintenant qu'il ne mange plus comme avant, c'est ça la vérité. Oui. Comme il ne mange plus, il ne prend plus l'argent comme avant, il ne se pavane plus comme avant, il se révolte. Il se révolte. Ça aussi, ce n'est pas sérieux. Non. Il faut que l'opposition gabonaise que je respecte
trouvent des hommes valables, ceux qui n'ont pas bouffé avec le père Bongo. La jeunesse. Mais il faut prendre les jeunes Gabonais qui n'ont pas trempé dans les machins. Moi, je connais des journalistes gabonais qui sont très sérieux. Ce sont ceux-là auxquels il faut faire appel. Donc, une nouvelle génération de classe politique pour mettre fin au règne de la famille Bongo, mais dans la paix. Nous ne voulons pas de guerre civile au Gabon. Très bien, doyen. Donc, nous allons avancer parce que le temps nous est compté. Donc, nous allons parler brièvement donc, de la RDC, la République démocratique du Congo, aussi un géant d'Afrique de par sa superficie, mais également un pays qui est particulièrement troublé aujourd'hui parce qu'à cause de l'occupation d'une partie du territoire par le Rwanda et également la gouvernance de Joseph Kabila. Alors, c'est clair, net et précis. Quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir avec l'aide des Rwandais, avec l'aide des Ougandais, quand il est arrivé à Kinshasa, la première des choses, c'était de se séparer de ces gens-là de la manière la plus intelligente. En disant, maintenant, vous m'avez aidé à chasser Mobutu, je vais faire un État fort, un État crédible avec mes compatriotes congolais. Et c'était le moment d'appeler tous les bons cadres congolais. Leur dire, écoutez, venez travailler avec moi, et le pays maintenant a retrouvé sa liberté. Il s'est lui-même mis dans une position telle qu'il a été tué par la mafia qu'il avait aidé à conquérir le pouvoir. Cette mafia, que ça vienne du Rwanda, que ça vienne de l'Ouganda, c'était une mafia. Bon, le Joseph Kabila fils n'a pas su, une fois lui aussi au pouvoir, se débarrasser de cette mafia. Kagame a compris que ces gens-là ne sont pas en train de bâtir un État fort avec eux-mêmes, en comptant sur leur force nationale et sur leur matière première. Mais Kagame n'a fait qu'envenimer les choses. Il en profite pour envoyer ses militaires par-ci, pour tuer les populations congolaises. Mais il faut condamner aussi bien Kagame que Joseph Kabila, qui n'a rien fait pour tenir tête justement à Kagame. Les deux, aujourd'hui, c'est comme si c'était presque le même genre de combat. Toi, tu es jeune, mais nous, on a cru que le fils va tirer des leçons de l'échec de son papa et qu'il allait réorganiser l'armée, qu'il allait réorganiser l'économie. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le pays patauge dans une misère totale. Mais je ne vois pas pourquoi il faut qu'il reste coûte que coûte au pouvoir. Il ne peut pas continuer comme ça. Même s'il était réélu, par quel moyen il va réorganiser l'armée et l'économie? Je ne vois pas. Donc, dire qu'il faut qu'il reste, je crois que ce n'est pas sérieux. Il faut qu'il s'en aille. Il y a beaucoup de jeunes Congolais que je fréquente d'ailleurs, qui me semblent crédibles. Je crois qu'il faut faire appel à ces jeunes Congolais pour sauver leur pays. Ok, tout à fait, doyen. C'est un peu les tristes tableaux que vous brossez de l'Afrique. On voit aussi de l'autre côté du Congo, Brazzaville, il y a aussi des velléités de changement de constitution dans le sens toujours de s'éterniser au pouvoir. Ça sera le tout dernier point que nous allons traiter avant de traiter bien sûr les derniers points parce que aujourd'hui, comme l'actualité est là annoncée, on vient d'assister à un événement très très intéressant en Afrique du Sud. Il y a eu le premier greffe de pénis en Afrique du Sud et puis il y a la situation d'Ebola aussi qui a ravagé l'Afrique, qui est sur le point d'être éradiquée. Donc commencer d'abord par la situation du Congo-Brazzaville et chiter sur le 2 points de médical que nous venons de connaître en Afrique ces derniers temps. Bon, il y a eu un bon dirigeant, il s'appelait Gwabi, au Congo-Brazzaville. C'était quelqu'un qui était même naïf. Et puis, on a beau dire, Gwabi voulait que le Congo-Brazzaville soit gouverné de la manière la plus solide. C'était un peu son point de vue. On l'a assassiné, mais avant lui, les Fulbert Yulu et autres là, on a renversé Fulbert Yulu, on a fait disparaître beaucoup de leaders à l'époque au Congo-Brazzaville, et c'est Sassou Nguesso qui gagne toujours. Sassou, son premier mandat était très bien au départ. Sassou était de gauche.
il a mené les premières années de ses premiers mandats, il a mené une politique qui était acceptable. Jusqu'au moment où il est tombé dans ce que j'appelle la volonté de s'enrichir par tous les moyens. C'est-à-dire qu'il a pris goût à la richesse frauduleuse, mafieuse. C'est dommage, parce qu'il a beaucoup d'argent ici et là. Il a acheté des appartements ici en France. À partir de là, il se déjuge lui-même. Lissouba, contre lequel il s'est battu. Lissouba, à mon avis, n'a pas d'appartement à l'avenue Foch. Il n'a pas d'appartement dans le 16e. Ça prouve que Lissouba, tout ce qu'on peut lui reprocher, peut-être, on peut dire qu'il a fait en sorte qu'il a été détrôné par Sassou Nguesso, mais il n'était pas, lui, attiré par l'enrichissement illicite. Alors, le bruit court maintenant que Sassou veut modifier la Constitution pour mettre son fils au pouvoir. Mais les Congolais ne se laisseront pas faire. Comment Sassou Nguesso, qui a gagné plus de 30 ans, peut aujourd'hui s'arranger pour modifier la Constitution afin de mettre son fils? Mais ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour l'Afrique, c'est inacceptable pour le Congo. Donc, je dis à Sassou Nguesso qu'il faut partir par ce que j'appelle la bonne porte. La bonne porte, c'est de dire, j'ai atteint un certain âge, j'ai gouverné longtemps ce pays, j'ai fait ce que j'avais à faire, je demande à d'autres Congolais de prendre la relève. Il n'y a pas d'autre issue. Et maintenant, au Congo, ce sera un mandat renouvelable une seule fois, pas plus de 2 mandats. C'est comme ça qu'on va gouverner l'Afrique, non pas en s'éternisant. Donc là aussi, j'invite Sassou Nguesso, s'il veut débattre avec moi, de venir ici. Monsieur Sassou Nguesso, si vous m'écoutez, je suis prêt à tenir ici l'espèce de crachoir et de vous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous êtes invité sur ce plateau. Mon doyen, donc, et un mot sur Ebola alors, donc comme dit Guillaume. C'est une bonne nouvelle. William. Le Libéria, la Guinée-Conakry chez moi, la Sierra Leone ont été dévastés par Ebola. Il a trouvé, Dieu merci, les Américains nous ont aidés, mais les Français aussi nous ont aidés. Les Français, même Hollande a envoyé en Guinée des médecins pour former nos jeunes médecins à la manière de lutter contre Ebola. Ebola commence enfin à être vaincu. Et nous avons créé le prix Miriam Makeba de l'Union internationale des journalistes africains. Si demain, quelqu'un invente un vaccin contre le virus Ebola, le prix Miriam Makeba lui sera attribué. Très bonne annonce de doyen. Si demain, on nous donne la possibilité de bâtir chez nous des emplois pour que les jeunes Africains, au lieu de venir mourir dans les océans occidentaux, restent à Kinshasa, restent à Douala, restent à Yaoundé, restent à Bamako, à Conakry, on peut lui donner le prix Miriam Makeba de l'Union internationale des journalistes africains. Parce que Miriam Makeba, elle s'est battue contre tout ça. C'était une résistante. C'était le Mandela au féminin. On parle tout le temps de Mandela, mais parlons aussi de Miriam Makeba, surtout que nous voulons valoriser les femmes. Eh bien, Miriam Makeba, reposez-vous là où vous êtes. Vous avez des hommes et des résistants qui vous sont fidèles et qui ont maintenant créé le prix Miriam Makeba, qui est un prix international qui sera remis un jour à Kinshasa, une autre fois à Dakar, et selon le pays qui accepte de remettre le prix. Oui, très rapidement, chiter sur les greffes des pénis en Afrique, parce qu'on dit toujours l'Afrique fait des mauvaises choses, et là, c'est une première mondiale que l'Afrique vient d'accomplir, que ce soit les Chinois ou les Blancs ou je ne sais pas qui de l'Afrique qui a fait les greffes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bravo à l'Afrique du Sud et bravo à sa médecine. Il y a eu quand il y a eu les greffes de cœur à l'époque, c'était en Afrique du Sud que ça s'était passé. Il y a eu greffe à l'époque de cœur, c'était l'un des médecins sud-africains qui avait fait ça. Aujourd'hui, ce qui vient de se faire là sur le pénis en question, mais c'est une avancée, c'est un progrès. Il faut saluer. Maintenant, Zuma, il faut qu'il profite de ça aussi pour améliorer sa gestion des affaires sanitaires, militaires et autres. Je vois l'Afrique du Sud plutôt au secours des pays comme le Nigeria aujourd'hui pour libérer le Nigeria des griffes de Boko Haram. Donc l'Afrique du Sud, sur ce plan-là, bravo, je salue. Et il faut continuer. Il faut que les Africains soient parmi les inventeurs.
Très bien, donc nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez donc attentivement écouté le doyen Lansine Camara, le président de l'Union internationale des journalistes africains. Et nous avons abordé pratiquement tous les sujets des États-Unis, d'Israël, de la Syrie et de l'Ukraine, et également la France, l'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique. Donc vous avez écouté attentivement cet homme qui connaît bien la géopolitique dans le monde, qui connaît également les chefs d'État en personne. Nous vous remercions, Monsieur Lansine Camara, mon collègue William Etoutou et moi. Et vous êtes chez vous à Zion TV. Quand vous voulez, vous pouvez venir donc nous parler de l'Afrique. Tout le monde sait que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, comme on dit. Et je suis persuadé que cette émission fera le buzz parce que vous avez parlé des sujets très intéressants comme l'impérialisme sexuel, le colonialisme sexuel, Boko Haram, le Gabon, le Togo. Et je crois que les téléspectateurs seront particulièrement ravi de regarder cette émission. William, je pense que c'est la fin de l'émission et nous sommes très très satisfaits. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie parce que vous avez bien tenu le coup du début à la fin avec notre invité spécial, Monsieur Lansine Camara, le doyen des journalistes africains, qu'on va profiter aussi de saluer la mémoire de Siradiou Diallo, l'homme à qui il travaillait, de personnages comme de scènes Andrea Mirado qui nous ont quittés, qui étaient ses compagnons de lutte. Donc, si le besoin le veut, on va les inviter très bientôt pour d'autres éclairages sur l'actualité du monde. Et il nous reste plus qu'à vous souhaiter bon après-midi chez vous. Nous vous remercions de votre sympathique fidélité à la chaîne Zion TV. Et rester de plus en plus nombreux à l'écoute de votre chaîne. Et d'ici là, pour une seconde numéro de notre émission avec le doyen Camara. Donc, sur ce, on vous quitte. Merci, au revoir et à bientôt.